Bonjour à tous, merci d'être parmi nous aujourd'hui. Vous présentez un cas d'usage chez Carte Bancaire. Aujourd'hui, on va vous parler de... On va vous parler de carte bancaire rapidement pour que vous puissiez vous situer où carte bancaire rentre dans l'écosystème du paiement, en France notamment. Et on va parler de cas d'usage d'émission de carte bancaire et un cas d'usage spécifique où on a pu introduire Naïm dans cet écosystème. Je laisse mes camarades se présenter. Anathan. Bonjour à tous, Anathan Oyonk-Parin, je suis data scientist au sein de l'avant-vente chez Midral et je suis ravi d'être avec vous aujourd'hui pour partager autour de cette thématique. Donc ça va arriver. Hein, Et bonjour à tous, je suis Laurent Plevinage, je suis le Chief Technology Officer de chez Midral. Midral, en quelques mots, c'est une société de conseil pure player de la data. Donc dans ce cadre-là, on accompagne le groupement carte bancaire depuis plusieurs années et je suis ravi d'être avec vous aujourd'hui. Merci Laurent, merci Anathan. Abdelkader Nounis, je suis responsable Big Data chez Carte Bancaire. Je suis chez Carte Bancaire depuis plusieurs années, 10 ans maintenant. Donc, excusez-moi. On attend toujours la présentation. Il y a un problème technique pour l'affichage. Non, mais ce qu'on peut peut-être commencer à... expliquer, c'est finalement... CB, ça évoque quoi pour vous? Est-ce que vous connaissez qu'est-ce qui se cache derrière le logo de carte bancaire avec, qui est certainement sur vos cartes bancaires? CB, pour vous, ça évoque quoi? Allez, Marc. Voilà. On entend souvent dire j'ai payé en carte bleue. Ah, non. Et en fait, non. Carte bleue, c'était une marque commerciale d'un de nos concurrents. Carte bancaire est un organisme franco-français qui a été créé en 1984 pour répondre à une problématique de l'époque qui était lorsqu'on fait des paiements par carte bancaire en région parisienne, on ne pouvait pas le faire en province et vice-versa. Les banques françaises ont mutualisé leurs coûts pour répondre à cette problématique de garantir l'acceptation et le paiement par carte bancaire partout en France, quelle que soit la banque du porteur. On peut payer chez n'importe quel commerçant en France en toute sécurité. Carte bancaire est là pour mettre en place le système qui régit cet écosystème et mettre en œuvre les normes, les standards et s'assurer lorsqu'il produit des services, lorsqu'il délivre des produits et des services, s'assurer que de la bonne application de ces règles et de ces standards, tout en garantissant la sécurité du paiement. Juste, on verra tout à l'heure quelques chiffres dès que l'affichage sera revenu. Simplement, aujourd'hui, est-ce que dans l'assistance, vous avez une idée des jours de l'année où on enregistre le plus de transactions carte bancaire? J'ai entendu décembre. Le Black Friday. Pas loin. Bon, allez. La première journée où là, il y a le plus de transactions de carte bancaire, c'est la fête des mères. La fête des mères. Et en concurrence, bien évidemment, avec les jours que vous avez mentionnés, notamment le Black Friday Et c'est beaucoup plus précis que ça.
Le jour où il y a le plus de transactions de cartes bancaires, c'est le samedi qui précède la fête des mères. La fête des mères, donc il faut... Messieurs, vous pourriez prendre un peu plus en avance. C'est bon? Eh bien, super. Bon, pour mettre en... pour vous... On va avancer parce que maintenant... On s'est présenté. Ah bah tiens, ça, c'est un schéma très simplifié, du rôle de carte bancaire. Vous, en tant que porteur, voilà, merci. Si tu peux revenir, c'est juste pour la slide d'avant. Ouais. Donc on est porteur, on détient pas on n'est pas propriétaire de la carte, on est porteur de la carte bancaire. Lorsqu'on fait des paiements chez ce qu'on appelle un accepteur, c'est le commerçant, où on fait un retrait en DAB. Il y a la banque de l'accepteur qu'on appelle un acquéreur, la banque du porteur qu'on appelle un émetteur. Et là, CB intervient dans cet écosystème pour garantir, pour faire le lien entre les banques émetteurs et acquéreurs pour simplifier. Donc vous comprenez bien que carte bancaire est un GIE qui a été créé par les banques toutes les banques françaises. Donc si on peut parler de quelques chiffres clés, aujourd'hui, ça c'est des chiffres issus de l'observatoire CB sur l'ensemble de l'année 2022. On a plus de 76 millions de cartes CB et TRD, on a ce qu'on appelle les titres restaurants dématérialisés, qui génèrent plus de 14 milliards de transactions par an. Et il y a un autre chiffre que je souhaite partager avec vous qui n'est pas dans cette slide, c'est 65%, plus de 65% de la consommation courante des ménages sont effectuées par carte CB. Voilà, il y a donc plus de 14 milliards de transactions par an à gérer qui passent par les systèmes de carte bancaire. Tout à fait. Alors les missions de CB, même si j'en ai rappelé quelques-unes précédemment, CB définit l'architecture globale du système, les règles, les procédures interbancaires et la gestion des risques, les normes techniques et sécuritaires, et veille à ce que ça soit bien respecté. Et d'autres missions, oui, notamment il y en a une mission principale qu'on va vous présenter un peu plus loin, qui est la lutte contre la fraude à la carte bancaire, qui est une mission importante chez Carte Bancaire, qui est une des missions régaliennes de Carte Bancaire. Donc, si on peut vous parler de la fraude à la carte bancaire, là, on parle du support carte et paiement mobile. On ne fait pas ni de virement, ni de chèque. Donc, on parle ici de l'évolution des taux de fraude pour illustrer un peu l'évolution de la fraude au fil des années. Ça, c'est un schéma qui est issu de l'Observatoire de la sécurité des moyens de paiement de la Banque de France, où on voit clairement la baisse de la fraude, notamment sur le paiement à distance sur Internet, où Carte Bancaire participe largement pour réduire la fraude à la carte bancaire. Les paiements sur Internet, il y a depuis la mise en vigueur de ce qu'on appelle la DSP2, c'est une directive européenne qui, pour mettre en place l'authentification forte pour sécuriser les paiements. Au-delà de ça, il y a les systèmes carte bancaire, le système de lutte contre la fraude carte bancaire participe grandement dans l'évolution et la réduction de la fraude.
L'impact de CB, en tout cas la principale mission de lutte contre la fraude, elle est plutôt sur le côté paiement à distance. Paiement à distance et paiement sur Internet également. En revanche, là on le voit clairement sur paiement à distance, où on était à quasiment 1% en 2017 et vous voyez qu'on est à un peu moins de 0,2% sur le S1 2022. Ça, c'est des chiffres récents de l'Observatoire que vous pouvez, j'ai mis le lien pour voir un peu plus en détail. C'est un rapport intéressant qui met en évidence en fait l'évolution des paiements et de l'écosystème et notamment de la lutte contre la fraude. Donc en résumé, en fait, le métier de CB, ça a été en quelques années de diviser la fraude par 5 en France. Et je le rappelle, sur aujourd'hui un volume de 14 milliards de transactions. Donc comment on fait ça ? Alors, donc, on a parlé de beaucoup de chiffres, beaucoup de données. Donc, Carte Bancaire a mis en place les moyens pour mettre en place une architecture pouvant stocker toute cette amas de données, qui est une architecture orientée data lake. C'est une architecture big data pour permettre le stockage de toutes les informations en lien avec le paiement à la carte bancaire en France. Au-delà de ça, on fait, au-delà du stockage de la donnée, on fait de la préparation de la donnée avec la mise en place d'algorithmes, ou la mise en place de traitements de data engineering pour faire un peu de nettoyage, faire un peu un peu, oui. Un peu de nettoyage, un peu de lien avec des sources provenant complémentaires à ce que Carte Bancaire récolte via ses membres et partenaires. On fait de la data visualisation pour illustrer et voir et comprendre comment la fraude évolue et comment en temps réel on peut visualiser et comprendre mieux en fait ce qui s'est passé sur la fraude, mais pas que. On met un focus sur la lutte contre la fraude à la carte bancaire, mais il y a d'autres services orientés business qui sont proposés par C'est-à-dire que CB est aussi un prestataire de service pour les membres, partenaires. Oui. Ses partenaires. Et en fait, toute cette partie data engineering, donc sur l'architecture data lake, c'est vraiment le cœur de métier de CB. C'est là où on va retrouver l'expertise métier. Et j'allais dire, c'est là où il y a le plus de travail entre guillemets manuel, ou de recherche permanente parce que la fraude, évidemment, elle évolue. Les fraudeurs, ils ne sont pas statiques, ils bougent, il y a des nouvelles parades et ils vont tâcher de les contrer, etc., etc. Donc ça, c'est l'équipe d'experts de CB qui va produire, du coup. Alors, juste on va dire les experts de CB, ils ont... on va dire c'est plus un peu plus loin sur le machine learning, même s'ils maîtrisent les techniques de data engineering. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on a la compétence en termes de lutte contre la fraude, la connaissance du métier de la lutte contre la fraude, combinée à des experts en data science et en data engineering. Il y a le métier, il y a l'expertise métier, et ce que tu traduis, c'est l'accompagnement que tu as pu avoir avec des acteurs spécialisés. Tout à fait. Donc on a pu mettre en place des modèles de machine learning pour détecter des patterns de fraude, on va dire en exploitant l'amas de données en fait qu'on a pu stocker précédemment. Reviens juste un petit peu, parce qu'en fait, finalement, la finalité de tout ça, c'est le scoring. Tout à fait, c'est proposer un service de scoring pour nos membres, pour l'utiliser dans le processus
en temps réel d'achat ou de paiement par carte bancaire. Voilà. Dans le schéma qu'on vous montrait tout à l'heure, on voyait CB qui se positionnait entre les banques émettrices et acquéreurs de la transaction. Et CB est là pour scorer et donner une indication sur le fait qu'il y a une probable fraude ou pas. Complètement. Alors moi, dans tout ça, donc, bon courage. Donc on a les banques où on va dire où nos partenaires comme clients qui nous demandent de l'excellence, de lutter efficacement contre la fraude, de réduire la fraude. À côté de ça, on a les experts dont on a parlé précédemment, les experts métiers de la lutte contre la fraude, combinés à de la connaissance et de l'expertise sur la data science avec la mise en place d'algorithmes, de machine learning et d'algorithmes non linéaires qui sont sur le marché ou dans le but de la recherche. Un autre élément dans cet écosystème, c'est nos partenaires techniques qui nous accompagnent, notamment sur la partie data engineering, où on met en place les traitements, les pipelines, que ce soit d'ingestion, jusqu'à la mise en place de ces algorithmes, ce qui crée, dans certains cas, des problématiques de maintenabilité et d'exploitabilité. Et de dépendance. Et de dépendance. Si j'en crois justement les directives de la DSI, c'était réduire la dépendance aux experts techniques. Tout à fait, et garder, ne pas se préoccuper. Le métier de la lutte contre la fraude, enfin carte bancaire, son métier, un de ses métiers, c'est la lutte contre la fraude, je le rappelle, c'est d'optimiser la création de la valeur ajoutée à ce stade-là et non au niveau de... On passe pas son temps à coder, on le passe à analyser la fraude. Voilà. Donc on optimisait la valeur ajoutée de ces experts de la lutte contre la fraude et réduire la dépendance, bien évidemment, et la perte de connaissances. C'est tout cela qui... Oui, et puis il y avait juste le dernier enjeu que Philippe nous partageait, c'était de réduire le time to value. On connaît tout ça, on est capable de faire beaucoup de choses en algorithmie, en modèle de prédiction. Encore faut-il le passer en production le plus rapidement possible. Complètement. Et c'est pour ça que on s'est acheminé avec carte bancaire à évaluer l'utilisation d'un outil qui s'appelle Nime. Qui s'appelle Nime et qu'on va vous présenter. Laurent et Anathan vont vous présenter. Donc Nime, c'est quoi? Alors on ne dit pas CNIM, on ne dit pas Canime, c'est Nime. Nime, c'est quoi? En fait, c'est un outil qui a vu le jour en fait, dans l'université de Constance en 2004. C'est un outil qui était au début purement dédié aux data scientists. C'était fait pour de la recherche, pour faire de la data science, pour des universitaires. Et puis cet outil en fait a connu une adoption assez importante du fait qu'il soit open source tout d'abord. Et il s'est largement développé, il s'est ouvert à d'autres horizons que la data science finalement. Et la société Nime ensuite s'est créée. Alors elle a conservé le côté open source du client, je dirais desktop de la solution, mais à côté de ça propose une solution qui permet de la collaboration, de l'automatisation, de faciliter les déploiements et de manager vraiment les assets de l'entreprise. Et donc, très rapidement, Nime peut couvrir vraiment tous les secteurs de la préparation de la donnée. Enfin, c'est même plus que la préparation. Donc, en fait, on va retrouver au centre la partie transformation classique vont pouvoir faire plein d'autres outils. On va pouvoir accéder à des sources de données, bien sûr, type Flatfile ou tout type de base de données, mais également tout ce qui va être cloud. Il existe des connecteurs pour à peu près tout. Dans le cas qui nous intéresse fortement avec CB, c'est toute la partie Big Data. C'est-à-dire qu'on va pouvoir piloter un cluster Hadoop, faire du Spark, se servir de tout ce qui va être processus distribué. Et puis, on va avoir toute la partie data mining, analyse, machine learning,
et comme le disait Kader, la visualisation. Mais pas que, puisque la dernière brique, en fait, nous permet de faire du déploiement, j'allais dire quasiment au vol. Et pour ça, en fait, il y a Anathan qui va nous faire une petite démonstration. Effectivement, merci Laurent pour le passage. On va passer maintenant à la démonstration de l'implémentation d'un pipeline Big Data. Donc en fait, on va voir ensemble comment, avec NIME, on peut créer un cas d'usage simplifié de prédiction des fraudes. Et l'idée, ça va être qu'on voit ensemble aussi comment un outil low-code, no-code comme NIME, il peut aider à automatiser des tâches qui sont simples, mais aussi qui sont plus complexes au quotidien. Donc là, on va baisser un tout petit peu pour aller sur notre premier cas d'usage, sur notre premier pipeline. Merci. Et vous voyez, en fait, eh bien, chaque nœud que vous voyez ici, il va agir sur la donnée d'une certaine manière, il va transformer la donnée d'une certaine manière. On va voir ensemble. Et à l'exécution de la chaîne globale, les nœuds ils vont s'exécuter séquentiellement de la gauche vers la droite. Maintenant, aujourd'hui, dans l'écosystème NIME, il y a plus de 4000 nœuds qui existent, qui sont soit développés par l'éditeur, soit développés par la communauté, par des gens comme vous et moi. Mais validés toujours par l'éditeur. Tout à fait. L'éditeur tamponne en fait ce que fait la communauté. Et l'idée, c'est, pour vous donner une idée, avec ces nœuds, avec NIME, il n'y a pas un cas d'usage aujourd'hui qu'on n'a pas pu résoudre pour nos clients. Voilà. Donc là, on va partir un petit peu sur notre cas d'usage, un peu plus précisément, on va voir. Là, on a notre premier pipeline de machine learning qui va venir entraîner un modèle de prédiction. Il est divisé en 3 grandes parties. Vous avez une première partie qui est la lecture des données, une deuxième partie qui est la transformation, une troisième partie qui est l'entraînement du modèle. Donc la première partie, tout ce qui va être la lecture des données, donc là pour être sur un cas d'usage assez simple, on va lire des données CSV. Vous voyez que chaque ligne correspond à une transaction. On a un ID de transaction, une date de transaction, un ID client, terminal, le montant dépensé, et ensuite est-ce qu'il s'agit d'une fraude ou pas. Donc est-ce que c'est 0 ou 1, 0 dans le cas d'une non-fraude et puis 1 dans le cas d'une fraude. Une fois qu'on a lu les données, on va venir nettoyer un peu. Donc après, il y a toutes sortes de nœuds qui existent dans NIME. Là, c'est pour vous donner un peu une idée de ce qui existe. Il y a des nœuds comme Missing Value pour aller traiter des valeurs manquantes. Il y en a comme String to Date Time pour mettre vos colonnes dans le bon format de données. Et une fois que vous avez nettoyé vos colonnes, là, dans le cadre du machine learning, on va faire ce qu'on appelle du features engineering. C'est-à-dire qu'on va ajouter des nouvelles variables à notre jeu de données initial pour aider notre modèle à mieux prédire. C'est comme si on donnait des lunettes à notre modèle pour qu'il puisse tirer des insights et qu'il puisse comprendre les patterns récurrents dans nos données. Donc là, par exemple, avec ce nœud-là, vous allez voir, on va venir extraire en fait le jour de la semaine et puis le jour de la semaine et puis l'heure de la transaction. Donc on va ajouter comme ça 2 nouvelles colonnes. Le but avec ces 2 nouvelles colonnes, dans notre cas d'usage qui est assez simple, ça va être de, par exemple, ajouter une nouvelle colonne. Est-ce que la transaction a eu lieu ou pas le week-end? Est-ce que la transaction a eu lieu ou pas la nuit? Parce qu'on sait que le comportement des fraudeurs va dépendre un peu de ce genre de comportement. Et puis après, on peut aller encore plus loin. On peut créer des composants. Donc là, c'est ce que vous voyez dans cette boîte-là. En fait, c'est quoi? C'est un nœud qui contient d'autres nœuds. Et ça va permettre d'encapsuler une logique que vous allez pouvoir réutiliser. Et ça, c'est extrêmement intéressant, notamment parce qu'on voit ici qu'on a des boîtes, des Python scripts. Alors, on parlait d'un outil low-code, no-code, mais en fait, il est capable également d'encapsuler du Python. Et dans le cas de CB, on a pu reprendre ce qu'avaient fait les experts, toute la partie Python, les scripts qu'ils avaient. On a pu les reprendre. On a pu scinder le code qui avait été fait pour le rendre beaucoup plus appréhendable, maintenable ensuite. Tout à fait. Et ça permet aussi la réutilisabilité, ça favorise le partage. Parce que vraiment, le centre en fait, de NIME, c'est le partage et l'aspect communauté. On va pouvoir gagner du temps, partir sur des cas d'usage qu'on va construire et partager avec d'autres personnes au sein de l'entreprise ou sur une plateforme publique. Donc, une fois que l'aspect Features Engineering a été réalisé, on a une dernière partie sur ce cas d'usage qui est la prédiction. Donc là, ceux qui ont déjà fait de la data science, du machine learning, vous avez déjà l'intuition de ce qu'on va faire. On va faire quelque chose d'assez simple. On va faire du partitioning d'abord. Donc, séparer notre jeu de données en 2. Ça s'appelle l'approche holdout. Par exemple, on va séparer
notre jeu de données en deux avec 80% des données aléatoirement qui vont partir en haut pour entraîner notre modèle et les 20% restants qui vont servir à évaluer la performance du modèle. Et donc là, voilà, on voit qu'est-ce qui se passe au-dessus. Alors il y a un nœud ici qui est Equal Size Sampling, ça permet de gérer le déséquilibre des classes parce qu'il y a beaucoup moins de fraude que de transactions sans fraude, heureusement. Et donc pour éviter qu'il y a des biais, on vient rééquilibrer. Puis ensuite, on vient utiliser un algorithme qui est classique en machine learning. Vous voyez, c'est juste un nœud qui est Gradient Boosted Tree Learner. Et donc là, une fois que le modèle il est entraîné, et d'une part, en haut, on peut aller le sauvegarder quelque part pour aller pouvoir après le réutiliser. Et puis d'autre part, on va pouvoir aussi utiliser ce modèle-là pour aller prédire les 20% restants qui sortaient du partitioning. Et puis, à partir de là, on va voir, en fait, il y a deux nouvelles colonnes qui s'ajoutent. La colonne de prédiction et puis la probabilité de est-ce qu'on est sûr ou pas s'il s'agit d'une fraude ou pas d'une fraude. Et on peut aller, vous voyez, il y a toutes sortes de nœuds dans NIME après interactifs qu'on va pouvoir utiliser pour évaluer la performance du modèle. Dans notre cas, on voit que globalement, on prédit bien dans 98% des cas, ce qui est pas mal. Quand il s'agit d'une fraude, vous voyez, c'est une matrice de confusion classique, c'est au niveau du 1, la deuxième ligne ici, eh bien, on prédit bien dans 80% des cas. Ce qui est assez satisfaisant, sachant que c'est des données générées et qu'on n'a pas fait d'optimisation du modèle. Donc là, on a un travail, on va dire, intellectuel qui a conduit à avoir un modèle. Qu'est-ce que j'en fais ? Eh bien, maintenant, qu'est-ce qu'on en fait du modèle ? On a un deuxième workflow ici, une deuxième chaîne de préparation de données. Vous voyez, elle est toute simple. En fait, qu'est-ce qu'on vient faire ? On vient lire les données qu'on a à prédire. Donc, imaginons des données qui arrivent en temps réel, qu'on veut prédire. Et puis, de l'autre côté, on vient utiliser le modèle qu'on a sauvegardé, qu'on a entraîné précédemment pour réaliser les prédictions. Donc, vous voyez, c'est exactement ces étapes-là. Ici, on vient lire les données qui ne contiennent pas de prédictions, qui ne sont pas labellisées. Donc là, vous voyez, on peut même exécuter la chaîne en faisant hop, comme ça, et puis on va pouvoir accéder après au contenu de chaque nœud. Donc là, on a une transaction, une date, un client, un terminal et un montant. Et puis, en appliquant le modèle qu'on a préalablement sauvegardé, on vient récupérer le features engineering qu'on a fait précédemment, plus les deux nouvelles colonnes qui nous disent est-ce qu'il s'agit d'une fraude ou pas. Ouais, mais c'est bien joli, mais moi, mettre un fichier en entrée et avoir un fichier en sortie... Là, on est sur des fichiers plats en termes d'industrialisation. C'est pas top. Et dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on va venir faire ? Vous voyez, il y a deux blocs ici. Un bloc sur le bas gauche, un bloc sur le bas droit. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va remplacer les liaisons. Alors, on vient remplacer celle-ci. Je viens l'enlever. Alors, il faut être précis. Hop, voilà. Comme ça. Et puis, de même, je déconnecte l'écriture dans un CSV des prédictions pour connecter avec ce bloc-là. Et là, qu'est-ce que ça vient faire ? Une fois qu'on vient publier cette chaîne de préparation de données-là, on va venir l'exposer comme service REST. C'est-à-dire qu'on va pouvoir l'exécuter à distance. En fait, ce que vous voyez ici, container input JSON, container output JSON, c'est nos portes d'entrée pour lui donner des données au format JSON à la volée et récupérer une sortie. Donc on va faire la démo jusqu'au bout ensemble. Alors, une fois que le workflow est exécuté, est publié sur le serveur, on va pouvoir accéder à la définition de son modèle. Donc là, vous voyez, on obtient une URL qu'on va pouvoir appeler avec des arguments pour récupérer les données à la volée, pour exécuter notre chaîne à distance. Et puis, c'est ce qu'on va faire avec Postman, voilà, pour simuler comme si on était dans une application tierce. Attendez, ça arrive. Voilà. Donc là, vous voyez, on récupère l'URL que vous avez vu précédemment, en haut. On lui donne un ensemble de données au format JSON avec une date, un client, un terminal et puis un montant. On vient exécuter cette requête-là. Ça va venir exécuter notre workflow qu'on a développé ensemble précédemment. Et puis, vous voyez qu'on obtient une requête ici, enfin le résultat de la requête, qui va contenir la sortie avec nos deux colonnes magiques, la prédiction, est-ce qu'il s'agit d'une fraude ou pas, et est-ce que le modèle, à quel point est-ce qu'il est sûr qu'il s'agit d'une prédiction ? Un dernier mot, Kader ? Très bien, merci. Alors donc, grâce à ce que nous avons mis en place chez Carte Bancaire, donc, avec le cœur de notre plateforme Big Data qui est une plateforme Cloudera qui nous accompagne depuis quelques années. La combinaison avec NIME
Et Tableau, CB a réussi à industrialiser le processus complet de bout en bout en termes d'analyse et de traitement de données, ce qui a permis une amélioration et la détection de la fraude, qui est notre cœur de métier, tout en renforçant la sécurité des opérations. Merci à vous. Si vous avez des questions. Merci. Alors, on a le temps de prendre une ou deux questions. Donc, il y a un micro là dans la salle. Levez la main et on vous apporte le micro. Alors, ne soyez pas timide. Tiens, donnez le micro, voilà. Juste présentez-vous rapidement. Bonjour, Nicolas Bonnet, Sanofi. Donc, merci pour la présentation. Vous avez parlé de Python comme langage. Est-ce que d'autres langages peuvent être utilisés pour construire les briques? Oui, tout à fait. On va pouvoir faire du R, on va pouvoir faire du Java notamment, par exemple, sans aucun souci. Est-ce qu'on a encore une question? Non, je voyais une main qui s'est... Non, finalement non. OK. Alors moi j'en ai juste une, c'est pour Abdelkader. Dans vos équipes, d'arriver avec un nouvel outil low-code, no-code, est-ce que ça n'a pas posé des problèmes? Parce qu'il y a beaucoup de programmeurs, quand on leur parle de no-code, low-code, ils se disent « Oh là là, ça va nous remplacer, il n'y aura plus rien à faire, etc. » Bon, après, ils se rendent compte que ce n'est pas vrai, mais il y a un premier frein. Une excellente question, effectivement, pour accompagner dans la gestion du changement. Alors, grâce à l'accompagnement de Midral et de ce qu'on a pu prouver avec des sessions, on est parti sur des POC, puis ça a permis... Ça a permis le passage du développement spécifique avec du Python, avec des lignes de code interminables, avec toutes les problématiques d'optimisation qu'on pourrait avoir. Ça a permis aux équipes de faire gagner du temps et surtout de se concentrer sur, comme je le disais précédemment, sur le cœur de métier de ces experts qui est la lutte contre la fraude à la carte bancaire. Voilà un peu ce qu'on a pu faire, et grâce au POC, aux démos, et ça c'est à l'évangélisation en quelque sorte, c'est grâce à ça qu'on a pu gagner la confiance de nos utilisateurs. C'est important, oui. Ok, parfait. Merci beaucoup. Je pense qu'on peut encore une fois les applaudir. Merci beaucoup, messieurs.